Bienvenue pour ce webinaire. Donc, l'idée d'aujourd'hui, c'était de vous présenter un sujet qui est à la fois d'actualité en cette fin d'année et à la fois un sujet assez classique, pour autant sur lequel on se pose toujours pas mal de questions, à savoir comment choisir entre une opération de TUP, qu'on appelle TUP dans le langage courant, entre nous juristes, en réalité dissolution sans liquidation, ou une opération de fusion simplifiée. Donc, bon, je vais faire. Excusez-moi. Donc, je vais me présenter. Je m'appelle Juliette Sellier. Donc, je suis avocate associée au cabinet Arts Avocat et donc je suis en charge du pôle corporate. J'interviens régulièrement donc sur des opérations de restructuration et structuration de groupes de sociétés. Et donc, je suis amenée à régulièrement faire ce choix dans le cadre de mon activité, d'où ce webinaire d'aujourd'hui. Je me permets juste d'indiquer que vous êtes, que ce webinaire est enregistré et que par conséquent, si vous ne souhaitez pas être enregistré ou si vous ne souhaitez pas que vos commentaires soient enregistrés, je vous invite du coup à éviter d'en faire. Pour autant, j'aurai plaisir à répondre à toutes vos questions, donc n'hésitez pas, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, à nous adresser vos commentaires, vos remarques ou toutes vos questions pour qu'on puisse en prendre connaissance. Le sujet du jour, c'est effectivement de réfléchir sur ces choix fusion simplifiée ou TUP et surtout de vous permettre d'adopter quelques bons réflexes pour notamment qu'en rendez-vous ou dans vos premières réflexions sur ces sujets, vous puissiez rapidement faire un choix et avoir une bonne idée de l'opération qu'il convient de choisir. L'objectif, dans un premier temps, nous allons regarder un petit peu ce qu'il en est sur ces opérations, comment elles fonctionnent, quels sont les grands principes de ces opérations, quelle définition après on va avoir sur les critères, comment on choisit en fait. Qu'est-ce que je regarde pour savoir si je dois choisir l'une ou l'autre de ces opérations? Et puis, qu'est-ce que je priorise avant de faire une liste des avantages et inconvénients de chacune de ces opérations? Vous verrez, je vous ai fait des petits tableaux récapitulatifs assez simples d'utilisation. L'objectif, c'est de les garder sous le coude et puis de pouvoir les ressortir le jour où on se pose cette question. Sur nos grands principes dans le choix de ces opérations, on n'est pas en train de comparer deux opérations complètement étrangères l'une à l'autre, on est en train de comparer deux opérations qui nous permettent d'obtenir le même résultat, à savoir une société mère qui a une filiale, elle détient les titres à 100%, ou quasi 100%, disons-le, et elle a pour objectif de rationaliser son organisation en récupérant l'activité de sa filiale. L'objectif est donc de réunir ces deux activités en une seule. Et donc, en général, la solution la plus simple, c'est de remonter l'activité de la filiale au sein de la société mère via soit une opération de dissolution sans liquidation, soit une opération de fusion simplifiée entre deux sociétés, donc l'une est la mère de l'autre. Alors, notre opération de dissolution sans liquidation, elle est définie par le Code civil. Il s'agit donc d'une TUP. TUP vient du mot transmission universelle de patrimoine. Le fait est relativement simple. Lorsque nous avons une dissolution de société filiale et que cette société filiale est détenue à 100% par une société mère, cette dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société confondue ou absorbée dans le patrimoine de l'associé unique. Il n'y a pas de liquidation à réaliser. Alors, cette opération, elle se produit uniquement quand on a une détention à 100% et uniquement lorsque l'associé est une personne morale. Impossible lorsque l'associé est une personne physique et impossible de réaliser ce type d'opération lorsque nous avons plusieurs associés. Les créanciers vont alors être déplacés et devenir les créanciers de la société mère. L'ensemble des actifs vont également être transférés à la société mère qui récupère l'intégralité du patrimoine de la société filiale. Alors, ce qu'il faut retenir sur ce type d'opération, et la première, c'est qu'il y a une absence de liquidation du patrimoine social de la société absorbée, ce qui en soi est souvent appelé par les praticiens une dissolution-confusion. On a une confusion du patrimoine de la société dissoute avec le patrimoine de la société absorbée.
je reprends, on a une confusion du patrimoine de la société dissoute, donc confondu avec le patrimoine de la société absorbante ou confondante. C'est les termes que l'on voit régulièrement. Cette transmission universelle de patrimoine de la société dissoute à l'associé unique intervient de plein droit, de manière automatique à la fin de l'opération, et simplifie grandement les démarches de transmission des actifs. En effet, les actifs qui sont détenus par la filiale vont être transmis directement à la société unique, qui va en être propriétaire du jour au lendemain, sans avoir la moindre formalité à faire, et en général, très peu de formalités postérieures à l'opération. La conséquence de cette opération, c'est qu'il convient de protéger les créanciers. Pourquoi les protéger? Parce que les créanciers de cette société dissoute ou cette société qui va être confondue dans le patrimoine de son associé vont se retrouver en concurrence avec les créanciers de la société associée ou de la société mère. Dit autrement, les créanciers de la filiale vont avoir le même gage, à savoir le patrimoine de la filiale et le patrimoine de la société mère, que les créanciers de la société mère. Par conséquent, si jamais cette dissolution, confusion venait à être opérée au profit d'une société insolvable, ces créanciers viendraient à perdre leur gage et à être en difficulté quant au paiement de leurs créances. D'où la création par le législateur d'un droit d'opposition qui permet à ces créanciers transférés, si on peut le dire comme ça, de pouvoir s'opposer à l'opération et de pouvoir demander le paiement de leurs créances. Alors, le principe, vous l'avez donc compris, dissolution sans liquidation, transmission universelle de patrimoine, l'associé unique se substitue de plein droit dans la totalité des droits et des obligations de la société dissoute. Pas besoin de substitution, cette substitution emporte novation à l'égard des créanciers, pas besoin de formalité plus que ça. L'avantage, clairement, c'est une transmission de plein droit. Premier avantage, non négligeable. Et puis, les autres avantages, c'est que ça porte sur l'ensemble du patrimoine, aussi bien les actifs que les passifs. Donc ça va porter sur tous les actifs de la société absorbée, le fonds de commerce, le bail, les meubles, les droits, notamment les garanties d'actifs et de passifs qui auraient été signées par le passé, notamment les droits d'agir en justice, tous les contrats en cours. Alors je vous ai mis un petit point en disant sauf les contrats intuitu personné. Grosse vigilance sur ces contrats intuitu personné. Pourquoi? Eh bien parce que un contrat intuitu personné, par définition, est conclu avec une personne définie en tenant compte de la particularité de cette personne et parce qu'elle est elle. Dit autrement, c'est parce que cette personne présente un certain nombre de qualités que je recherchais précisément pour la conclusion de ce contrat que j'ai décidé de signer avec elle le dit contrat. Ainsi, quand vous allez avoir une opération de restructuration, vous allez avoir une sorte de transformation de cette personne signataire en une autre. Déjà parce qu'elle va devenir plus grosse. Ou parce qu'il va y avoir d'autres créanciers, des concurrents qui seront également ses clients, etc. etc. Donc, en définitive, la société avec qui vous avez conclu un contrat va transmettre son patrimoine à une autre société, certes son associé unique, mais que vous ne connaissiez pas et que vous n'avez pas choisi. Donc, ces contrats, dits intuitu personné, peuvent être résiliés, soit de plein droit, soit sur une volonté des parties, en fonction de ce qui a été prévu dans le contrat, au moment de cette transmission universelle de patrimoine, au motif qu'on aurait une modification de la personne. Alors, on a une jurisprudence très intéressante qui vient de sortir avec un arrêt, je crois que je vais vous chercher la date exactement, voilà, un arrêt du 25 mai 2021. On est sur un numéro d'arrêt le 19-16.363 qui nous dit la chose suivante. Oui, je confirme par la chambre commerciale, on a une confirmation par la chambre commerciale que les contrats intuitu personné sont et peuvent être résiliés en fonction de ce qui a convenu dans le contrat lors de la transmission universelle de patrimoine. Pour autant, les parties peuvent effectivement en décider autrement, d'une part dans le contrat et d'autre part
par un comportement qui démontre qu'elles avaient l'intention tacite de poursuivre le contrat, y compris après la transmission universelle de patrimoine. Cet arrêt est particulièrement intéressant, je vous invite à aller le voir, je le commenterai dans quelques temps et je mettrai cet article sur LinkedIn. Concernant cette transmission universelle de patrimoine, on va également avoir la transmission de l'intégralité des passifs, y compris les passifs cachés. Donc impossible d'avoir une garantie de passif en matière de fusion simplifiée ou de TUP dès lors qu'on a une transmission universelle de patrimoine. Vous récupérez toutes les dettes, y compris les dettes qui n'auraient pas été inscrites dans les comptes. Donc là, la société mère ne peut pas éviter certaines dettes, ne peut pas choisir ce qu'elle va récupérer ou pas choisir, c'est l'intégralité dans son ensemble. La transmission universelle de patrimoine est réalisée sans avoir à acquitter ou à respecter les droits ou les formalités inhérents à un certain nombre d'opérations qui sont indirectement inclus dans cette transmission universelle de patrimoine. La première d'entre elles, la cession de fonds de commerce. La société filiale a un fonds de commerce puisqu'elle a une activité, elle a une clientèle, et donc ce fonds de commerce va être transmis par l'effet de la transmission universelle de patrimoine à la société absorbante, la société mère. Cette société mère n'a pas besoin de faire toutes les formalités qui sont liées habituellement au transfert de fonds de commerce. Dit autrement, il n'est pas nécessaire de faire une annonce légale sur une cession de fonds de commerce. Il n'est pas nécessaire de purger le délai d'opposition des créanciers de 10 jours, dont on a l'habitude en matière de vente de fonds de commerce. Voilà. Par ailleurs, il n'est pas non plus nécessaire de réaliser un ensemble de formalités liées à la vente d'immeubles ou d'autres actifs. Notamment, il n'est pas nécessaire de purger une déclaration d'intention d'aliéner. Je vais y revenir sur le sort des immeubles. Seules les formalités de mise à jour des registres, c'est-à-dire du registre du commerce et des sociétés de chacune des sociétés concernées, mais également du registre des publicités foncières, puisque le nom du propriétaire de l'immeuble va changer, ou le registre des marques qui est tenu par l'INPI, vont devoir être réalisés. Pourquoi ces registres doivent nécessairement être mis à jour? Tout simplement parce que la société qui est dissoute va disparaître dans la société confondante ou la société absorbante et il va y avoir du coup un changement de numéro de RCS, un changement de dénomination sociale et il faut que l'ensemble de ces informations soient mises à jour auprès de ces registres. Deuxième grand point dont je vous ai parlé sur ce sujet de transmission universelle de patrimoine, et donc c'est le grand principe, c'est ce délai d'opposition des créanciers. Les créanciers disposent tous d'un droit d'opposition à la dissolution afin d'échapper au concours des créanciers personnels de l'associé unique et donc de pouvoir sécuriser le paiement de leurs créances. Ils ont signé et ils ont donné leur crédit à une société filiale qui avait une certaine solvabilité. Lorsque on a cette dissolution de cette société filiale au profit de la société mère, on a un transfert d'actifs et ce transfert d'actifs va entraîner une modification du gage des créanciers. On n'a plus la même solvabilité. Alors, on peut avoir une meilleure solvabilité de l'ensemble ou à l'inverse, une dégradation de cette solvabilité. Les créanciers donc disposent de ce délai, c'est un délai de 30 jours, dans tous les cas, en matière, que ce soit en matière de TUP ou en matière de fusion simplifiée. Et surtout, ces créanciers doivent disposer pour exercer ce droit d'une créance née avant la publication de l'opération. L'objectif, c'est que ces créanciers sont informés par une publication et peuvent, à ce moment-là, faire une opposition pour obtenir deux choses, soit le paiement de leurs créances immédiates, soit la constitution d'une garantie qui va venir sécuriser le paiement de leurs créances. L'objectif, c'est véritablement de préserver le droit de ces créanciers qui pourraient avoir leur gage limité, voire réduit. Alors, les délais d'opposition, l'opposition peut être formée dans les 30 jours pour les TUP à compter de l'insertion du journal d'annonce légale. En réalité, pour les fusions simplifiées, et du coup, je l'ai d'ores et déjà indiqué dans ma slide,
30 jours à compter de la publication au BALO ou au BODAC, en fonction du type de structure. Alors, en matière de fusion simplifiée, je fais un petit aparté sur ce sujet-là. Il est également possible de faire courir les 30 jours en faisant paraître l'opération de fusion simplifiée sur le site internet de chacune des sociétés concernées. C'est un dispositif qu'on utilise peu, encore moins sur les fusions simplifiées, pour plusieurs raisons. La première, c'est que généralement, dans les groupes de sociétés, il y a un seul site internet corporate pour l'ensemble des structures du groupe. Donc, c'est compliqué de faire paraître deux annonces sur chacun des sites de chacune des sociétés. Donc, en général, il faut créer des sites dédiés. Et la deuxième contrainte qui généralement rebute les parties, c'est qu'on doit être en capacité de prouver que cette mise à disposition de l'annonce de fusion simplifiée a été disponible pendant 30 jours consécutifs sur Internet. Donc ça impose, comme on pourrait le faire en matière de permis de construire, de faire un constat d'huissier de la mise en ligne du site internet le premier jour, un constat d'huissier au milieu du délai, un constat d'huissier au dernier jour, pour attester qu'au moins à 3 périodes différentes, on avait bien le site en ligne disponible avec les bonnes informations. Ça coûte du coup beaucoup plus cher que de faire paraître une annonce au BODAC via le registre du commerce et des sociétés. Alors maintenant, parlons de la fusion simplifiée. Deuxième opération qui nous permet d'atteindre cet même objectif, à savoir la transmission universelle du patrimoine d'une société filiale à une société mère. La fusion simplifiée, elle est prévue par l'article 236-3 du Code de commerce, qui nous dit que la fusion entraîne la disparition sans liquidation des sociétés filiales et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires dans l'état où se trouve ce patrimoine à la date de la réalisation définitive de l'opération. Alors, il faut savoir que la fusion simplifiée n'est qu'une forme de fusion, mais une forme de fusion dite simplifiée parce qu'elle intervient entre une société mère et une filiale détenue à au minimum 90%. Il n'est pas procédé à des échanges de parts ou des échanges d'actions dans ce cas-là. On a simplement en fait une disparition de la société absorbée, donc l'une des sociétés qui fusionnent, au profit d'une société absorbante qui détient 100% ou plus de 90% des titres. Ce mécanisme, pendant longtemps, a été exclu en cas de regroupement de deux activités parce qu'on était sur une opération lourde. Pourquoi une opération lourde? Parce qu'on avait l'obligation d'avoir un rapport d'un commissaire aux comptes qui intervenait en tant que commissaire à la fusion, un rapport d'un autre commissaire aux comptes qui intervenait en tant que commissaire à la scission. Alors on pouvait, un commissaire aux apports. Commissaire aux apports, et donc on se retrouvait en fait finalement avec deux commissariats qui pouvaient être portés par le même commissaire aux comptes, mais néanmoins deux interventions sur deux sujets distincts, le commissaire à la fusion et le commissaire aux apports. Par simplicité, le législateur est venu supprimer l'obligation d'avoir ces deux rapports pour établir une fusion simplifiée entre deux sociétés dont l'une détient quasiment l'intégralité, voire la totalité des titres de l'autre. Par ailleurs, le législateur a également supprimé une autre obligation, à savoir l'obligation de tenir une assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération. On est sur l'article 236-11 du Code de commerce. Et alors, pourquoi on supprime cette assemblée générale extraordinaire? Déjà parce qu'au niveau de la société absorbée, donc la société filiale qui va disparaître, le décisionnaire de la fusion va être finalement le représentant de l'associé unique, en général dirigeant. Donc ça a déjà été, entre guillemets, décidé avant l'opération quand on a signé le projet de traité de fusion. Donc d'avoir à l'issue de l'opération une assemblée générale, en réalité une décision d'associé unique, généralement représentée par la même personne, pour valider un projet de fusion déjà prévalidé, ça n'avait plus vraiment de sens et on se retrouvait généralement avec un acte qui était certes un acte qui récapitulait les opérations, mais qui n'avait pas vraiment d'utilité. Côté société absorbante, donc sur le côté de la société mère, là le point est un peu différent.
La question était de se dire, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une décision d'assemblée générale au niveau de la société absorbante pour confirmer qu'on souhaite bien détenir l'intégralité du patrimoine de la société filiale, alors qu'actuellement, on est propriétaire de l'intégralité des titres. Dit autrement, est-ce qu'on a besoin d'avoir un accord des associés de la société mère pour transformer en fait une détention d'actifs et donc de titres en détention d'un ensemble patrimonial composé des actifs et des passifs sous-jacents aux titres initiaux? Ce n'est pas une évidence. Clairement, la réponse était plutôt non. Donc, il a été décidé par le législateur qu'on supprimerait ces deux assemblées générales, et notamment cette décision de l'Assemblée générale de la société absorbante, considérant qu'on pouvait assimiler à une opération de gestion courante la décision de fusion simplifiée, du fait qu'en fait c'est un simple remplacement de titres par un patrimoine complet, mais en fait c'est toute chose égale par ailleurs. Pour autant, le législateur a quand même laissé le droit à un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante qui réunissent à minima 5% du capital social de demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer cette fameuse assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur la fusion. Dit autrement, on a supprimé l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbée. Pas de raison, vraiment inutile. En revanche, pour la suppression de l'Assemblée générale extraordinaire de la société absorbante, on a considéré qu'elle était inutile, donc on la supprime. Si jamais il y a un contentieux ou si jamais certains actionnaires considèrent que cette décision courante n'est pas si normale que ça et qu'elle doit être validée, ils ont la possibilité d'en faire la demande. Très bon équilibre qui fonctionne relativement bien. Cet article 236-11 a été complété par l'article 236-11-1 du Code de commerce qui en fait transpose ce dispositif à un cas où la société mère détiendrait 90% de la société absorbée. En général, ce qui se passe, c'est que dans le traité de fusion, il est prévu que la société mère rachète les 10% qu'elle ne détient pas auprès des associés pour permettre la fusion-absorption avec transmission universelle de patrimoine. Alors, ce qu'il faut retenir de ce qu'on vient de se dire, c'est une dissolution sans liquidation de la société absorbée. C'est deuxièmement une transmission universelle de patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Alors là, avec les mêmes caractéristiques que ce que je vous ai décrit pour la transmission universelle de patrimoine dans la TUP, donc dans la dissolution sans liquidation, on est bien sur les mêmes mécaniques. Même mécanisme. On a également le délai d'opposition des créanciers dont on vient de parler tout à l'heure, à partir de la publication BODAC en général. On a une absence de commissaire aux apports ou de commissaire à la fusion, comme cela est déjà le cas depuis toujours pour les TUP, mais qui est clairement transposé pour les sociétés commerciales en la forme des SARL, SA, SAS, qui sont soumises donc à ce fameux dispositif du 236-1 et suivant. Et puis, absence de tenue d'une assemblée générale d'approbation de l'opération de fusion, que ce soit au niveau de l'absorbante ou de l'absorbée, comme cela a toujours été le cas également en matière de TUP. Puisque pour rappel, en matière de dissolution sans liquidation donc de TUP, on a une décision de dissolution sans liquidation qui est prise par l'associé unique de la société absorbée, qui en réalité est la société mère, et donc on a un unique acte qui permet de prendre cette décision de dissolution sans liquidation. Alors, quels critères pour choisir entre ces deux opérations? Parce que vous l'avez vu, globalement, on a deux opérations qui sont sensiblement les mêmes, qui désormais, depuis la simplification de la fusion, sont vraiment toutes deux aussi simples à mettre en œuvre, puisque côté fusion simplifiée, on va faire un traité de fusion simplifiée, on va le déposer, je vais y revenir sur les différentes modalités, mais on va le déposer auprès du greffe, et puis une fois qu'on aura fait courir nos délais de 30 jours à partir de la publication de l'annonce BODAC, l'opération sera définitivement réalisée sans qu'il y ait besoin de convoquer une assemblée générale. Côté TUP, on va déposer une déclaration de dissolution
auprès des tribunaux compétents, et on va également purger notre délai de 30 jours. Donc on est vraiment sur deux choses très comparables en termes de réalisation d'opérations. Donc quels sont les critères qui permettent de faire une distinction et de choisir? Premier d'entre eux, ça va être la date d'effet juridique. En effet, cette date d'effet juridique de l'opération, est-ce qu'on peut la choisir, est-ce qu'on ne peut pas la choisir? Est-ce qu'on a des options? Et bien, en réalité, dans la TUP, donc la dissolution sans liquidation du Code civil, on n'a pas de choix. On n'a pas de choix, cet effet juridique interviendra automatiquement à l'issue de l'expiration du délai d'opposition des créanciers, soit à minuit, le 30e jour, on aura le transfert de l'ensemble du patrimoine à la société absorbée. En revanche, et c'est là que j'en viens à ma conclusion, la liberté de choisir cette date sans contrainte est prévue dans la fusion simplifiée. Alors sans contrainte, tout est relatif, hein, on est bien des juristes, donc la contrainte existe toujours, mais pour autant, cette contrainte est limitée. La liberté de choisir cette date sans contrainte en cas de fusion simplifiée, c'est de dire que, en fait, on peut décaler l'effet juridique et faire un effet juridique dit différé. Alors, voyons un petit peu les choses en détail. Sur la transmission universelle, donc sur notre TUP, on a un délai, un effet juridique obligatoire à l'expiration du délai d'opposition. Ce qui veut dire la chose suivante, si je n'ai pas d'opposition à la fin des 30 jours, si j'ai une opposition, à partir du moment où la créance qui a fait l'objet de l'opposition est payée, ou à partir de la constitution des garanties selon la date de prise de décision du tribunal. Vous voyez bien que là, quand je commence à évoquer ce sujet, c'est chouette s'il n'y a pas d'opposition, parce qu'on maîtrise le délai de 30 jours. En revanche, s'il y a une opposition, notre date d'effet juridique de l'opération est aléatoire. Pourquoi aléatoire? Parce que si je suis d'accord avec l'existence de cette créance et que je suis en capacité de la payer, pas de sujet, je vais choisir ma date de paiement, ça va être ma date d'effet juridique, très bien. Et si je ne suis pas d'accord avec cette opposition et qu'il y a une discussion devant un tribunal, il va falloir attendre la décision du tribunal. Et là, on est à la merci du calendrier judiciaire. Donc, l'opposition fait obstacle à la disparition de la personne morale de la société absorbée et surtout va modifier mon calendrier de réalisation de l'opération. Imaginez que quand vous voulez une opération réalisée au 31 décembre de l'année en cours, là, on est soumis à l'aléa et on va devoir subir. Sur la fusion simplifiée, les choses sont réellement différentes. Pourquoi? Parce que sur notre fusion simplifiée, on va avoir un traité de fusion qui va nous permettre de définir une date d'effet juridique de notre fusion. Cette date d'effet juridique, elle ne peut pas être antérieure à notre purge du délai d'opposition. Bien évidemment, même principe, je ne peux pas éviter la purge du délai d'opposition. Pour autant, cette date, ça peut être la date de la dernière assemblée générale, ça peut être la date de la dernière décision collective, si rien n'est prévu, ça va être la date du dernier jour des 30 jours, si on est en fusion simplifiée et qu'on n'a rien écrit à ce sujet dans notre traité. Mais si j'ai choisi de le différer, eh bien, il suffit de l'écrire dans le traité de fusion simplifiée. Et dans le traité de fusion simplifiée, les sociétés peuvent décider de différer cette date d'effet juridique pour la fixer, typiquement au 31 décembre de l'année en cours, même s'ils sont au mois de juin, même s'ils sont au mois de juillet. Cet aménagement de cette date d'effet, elle a deux limites ou deux contraintes. Impossible d'être antérieure à la date de clôture du dernier exercice et elle ne peut pas être postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire. Dit autrement, j'ai deux limites à ne pas franchir. Je peux faire un effet différé dans le futur, mais dans la limite des exercices en cours, aussi bien pour la société absorbée que pour la société absorbante. La date de fusion à retenir sera toujours celle qui est mentionnée dans la publicité légale, à savoir celle qui sera mentionnée au RCS, même si le délai d'opposition des créanciers a été purgé bien avant, 1 mois, 2 ou 3 mois avant. Deuxième élément qui va vous permettre de faire un choix, la rétroactivité comptable et fiscale. Gros sujet, grosse discussion, c'est vraiment le sujet qui est inconfortable, pas toujours évident à comprendre.
Par principe, il n'y a pas de rétroactivité comptable en cas de TUP, donc de dissolution sans liquidation sur le fondement du Code civil. Et donc, par principe, vous comprenez qu'il y a la possibilité d'avoir une rétroactivité fiscale et comptable, ou je dirais plutôt comptable puis fiscale, si on est un peu logique, en matière de fusion simplifiée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Sur le plan comptable, la date d'effet en matière de TUP va être la date à laquelle on a l'expiration du délai d'opposition. Donc, la date d'effet de la TUP, donc de la transmission universelle de patrimoine sur le terrain du Code civil, ça va être la même date que la date d'effet juridique. On n'a pas de décalage, ça a été décidé par les instances comptables, c'est prévu au règlement national. Impossible d'envisager une autre solution, les praticiens se plient à ce dispositif. Bien qu'il ne soit pas prévu expressément dans le Code de commerce. Sur le plan fiscal, les opérations de dissolution, confusion sans liquidation, donc celles qui sont visées par ce fameux article 1844-5, comme les fusions simplifiées, donnent droit au régime spécial des fusions sur le plan de l'impôt sur les sociétés et sur le plan de l'impôt de distribution. Donc on va appliquer nos fameux articles 210A du Code général des impôts, qui va nous permettre d'avoir un régime fiscal de faveur et donc, dans cette hypothèse, de pouvoir avoir un effet rétroactif à la date qui est le premier jour de l'exercice fiscal en cours. L'effet rétroactif donc, peut donc, dans ce cas-là, être décidé par les sociétés concernées, notamment par l'associé unique, dans la déclaration de dissolution, donc sur le fondement de l'article 1844-5, ou dans le traité de fusion simplifié. Alors, pour aller plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'administration fiscale va retenir deux dates. Elle va retenir que la transmission universelle de patrimoine intervient à l'expiration du délai d'opposition pour les TUP ou à la date d'effet juridique prévue pour les fusions simplifiées, mais en revanche, elle va admettre qu'un effet rétroactif puisse être prévu dans la documentation et puisse permettre de remonter l'opération jusqu'au premier jour de l'exercice en cours. La retranscription des opérations de confusion ou la retranscription des opérations de fusion absorbée, donc en matière de fusion simplifiée, dans les deux cas, de toute façon, se feront de la même manière sur le plan comptable. Sur le plan comptable, on aura une retranscription à la valeur nette comptable, puisque, comme vous le savez, toute opération de restructuration intervenant entre sociétés liées sont par principe, en application du plan général comptable, du plan comptable général, retranscrites à la valeur nette comptable. Ce qui va nous donner des choses un peu complexes à gérer en matière de TUP, puisque en fait, vous allez avoir un bilan comptable établi à la date d'expiration du délai d'opposition des créanciers, donc la date d'effet juridique et comptable, et puis vous allez avoir une liasse fiscale pour la société absorbante sur l'exercice en cours qui va reprendre, en cas de rétroactivité, aussi bien les données de la société absorbante que les données de la société absorbée. Jusqu'où peut-on faire remonter l'effet rétroactif? Eh bien, jusqu'à l'ouverture de l'exercice en cours pour la société absorbée. Si on a concordance d'exercice, pas de sujet. Si on n'a pas de concordance d'exercice, il y aura un sujet, parce que si votre société absorbée a un exercice en cours avec un premier jour d'exercice en cours qui est antérieur au premier jour de l'exercice en cours de la société absorbée, vous allez devoir vous limiter au premier jour de l'exercice en cours de la société absorbée, puisque sinon vous avez une difficulté qui est que vous allez modifier les cours de l'exercice antérieur de la société absorbée, ce qui est techniquement impossible. Je vous invite du coup à vous reporter au BOFIP sur toutes ces questions-là. Vous avez des petits schémas et c'est relativement bien précisé. C'est des sujets qui ont été vus et revus, sur lesquels désormais on a un certain nombre de positions, aussi bien des praticiens que l'administration fiscale, qui permettent d'avoir des choix éclairés. Troisième critère, la purge du délai d'opposition des créanciers. Alors vous me dire, c'est le même délai, c'est 30 jours, 30 jours. En quoi ça va me permettre de choisir entre une TUP et une fusion simplifiée? Eh bien,
premier point, ça va être la maîtrise des délais. Je maîtrise beaucoup mieux la publication du JAL que la publication du BODAC. Donc, techniquement, je vais envoyer assez basiquement à un journal d'annonce légale mon annonce de dissolution, sans liquidation, et je sais pertinemment que mon journal d'annonce légale va être en capacité de publier cette annonce dans les 72 heures suivantes, voire si je m'y prends un petit peu à l'avance, je vais même choisir mon jour de publication sans difficulté. En revanche, sur les publications BODAC, il y a eu un peu de progrès, mais pendant très longtemps, on envoyait notre annonce BODAC et c'était publié une semaine après ou 4, 5 semaines après. Il y avait un aléa ingérable. Bon, il y a eu du progrès parce que là, désormais, les publications interviennent plutôt dans les 10-15 jours qui suivent. On a plutôt une meilleure maîtrise. Merci la progression des annonces en ligne et des formalités en ligne, parce que vous pouvez désormais envoyer par mail votre annonce légale à la majorité des greffes qui, du coup, dès réception de votre email, vont mettre en œuvre la publication BODAC. Donc, globalement, meilleure maîtrise de la publication BODAC. Donc, en quoi cette différence joue-t-elle encore? Eh bien, en réalité, un des points importants, c'est que les oppositions formées par un créancier dans une fusion simplifiée ne vont pas interdire la poursuite des opérations. Et c'est ça un point essentiel. C'est-à-dire qu'au-delà du fait que vous allez pouvoir, dans la fusion simplifiée, choisir votre date d'opération, et donc purger votre délai. Donc, si je prends un exemple, je suis au mois de septembre, tranquillement, je décide que je veux faire une opération avec une clôture de cette opération au 31 décembre. Eh bien, je vais purger mes délais au mois d'octobre, mi-novembre, sans difficulté, et puis avoir une opération qui va avoir une date d'effet juridique au 31 décembre. Si, entre-temps, j'ai une opposition, pas de sujet en matière de fusion simplifiée, cette opposition peut prospérer. Pour autant, on peut poursuivre les opérations de fusion en parallèle de la gestion de cette opposition, sans que cette opposition bloque la poursuite de l'opération. En revanche, quand je suis dans une dissolution sans liquidation donc, du Code civil, eh bien, on est là en difficulté, puisque clairement, il est prévu qu'une opposition en matière de TUP va bloquer l'opération de TUP tant qu'elle n'est pas débloquée. Parce qu'on l'a vu, la date d'effet juridique de notre TUP sera la date à laquelle le délai est purgé ou l'opposition a pris fin, soit par un paiement, soit par une mise en garantie. Donc, les sociétés vont avoir une meilleure maîtrise des opérations de fusion simplifiée que des opérations de transmission universelle de patrimoine, et encore plus si vous avez des risques d'opposition des créanciers. Alors, le RCS, enfin, le comité de coordination des registres du commerce et des sociétés en conclut que le greffe du tribunal, saisi donc d'une demande d'inscription relative aux opérations de fusion simplifiée, pendant le délai d'opposition, ne peuvent pas la rejeter et sont obligés de la traiter, même si les oppositions n'ont pas été purgées. Dernier sujet qui nous amène à choisir l'une ou l'autre des opérations, la fiscalité. Alors, plutôt le sort des immeubles. Pourquoi? Parce que, aussi bien en matière de transmission universelle de patrimoine sur le fondement du Code civil que de fusion simplifiée, ces deux régimes ouvrent droit au régime de faveur de l'article 210A du Code civil, du Code général des impôts. Donc, sur ce terrain-là, pas de grande différence. On est bien sur deux opérations qui vont être fiscalement neutres, plutôt neutres, pas d'imposition des plus-values latentes. L'imposition du résultat de l'année en cours va intervenir au niveau de la société absorbante, donc pas de gros sujets. En revanche, sur le terrain des droits d'enregistrement, c'est différent, puisque le régime de faveur en matière de droits d'enregistrement ne s'applique qu'aux fusions simplifiées. Et donc, la fiscalité va imposer le recours à la fusion simplifiée lorsque la société absorbée détient des immeubles. Bien, tout simplement parce que là, les droits d'enregistrement, ça va nous coûter un petit peu cher. En effet, en présence d'une transmission universelle de patrimoine sur le fondement du Code civil, la taxe de publicité foncière va devoir être payée.
Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que globalement, au moment où j'ai une société absorbée qui détient un immeuble et qui est dissoute sans liquidation sur le terrain du Code civil et non via une opération de fusion simplifiée, j'aurai à minima 0,71% de la valeur des immeubles détenus à payer afin d'obtenir une publication auprès de la publicité foncière de l'opération. Ce qui n'est pas le cas en matière de fusion simplifiée. Alors, par ailleurs, il faut noter, et ça c'est une info en plus en passant, parce que c'est pas ce qui va vous permettre de choisir, mais c'est bien de le savoir, il est clair qu'il n'est pas nécessaire d'adresser à la mairie du lieu de situation de l'immeuble une déclaration d'intention d'aliéner. Donc quand vous êtes en train de transférer un immeuble en intragroupe, le recours à une fusion simplifiée ou à une transmission universelle de patrimoine pour le transfert de cet immeuble peut avoir vraiment son utilité, parce que ça vous évite d'être sur ce sujet-là en risque d'un droit de préemption de la commune. Alors, maintenant qu'on a évoqué ces 4 critères, ces 4 grands critères, regardons ces opérations, comparons ces opérations pour se poser la question, qu'est-ce que je choisis? Le plus simple, le plus facile, et comment j'y vais? Dans les 2 cas, on aura nécessité, parce que les mêmes critères vont s'appliquer, aussi bien sur une fusion classique, une fusion simplifiée ou qu'une dissolution sans liquidation, on aura l'obligation de consulter le CSE. Donc là, ce n'est pas un critère, ce n'est pas un critère non plus au niveau des modalités. Clairement, on est tous dans le même bateau. Dès lors qu'il s'agit d'une modification importante de l'activité et de l'entreprise, obligation de le consulter préalablement avant toute, je vous le rappelle, avant toute signature. Donc avant l'arrêt du projet de traité de fusion, avant la signature de la décision de dissolution. Dans les 2 cas de fusion, vous avez l'obligation de déposer le traité de fusion auprès des greffes des sociétés participantes et de publier l'annonce BODAC. Donc là, on est sur une opération de fusion simplifiée peut-être un peu plus visible. Pourquoi un peu plus visible? Parce que le traité de fusion simplifiée va pouvoir être consultable par tous les créanciers sur simple commande auprès du greffe. C'est le début de délai d'opposition des créanciers. Côté TUP, le début de délai d'opposition des créanciers, c'est la publication de l'annonce, journal d'annonce légale. Donc, c'est un peu plus discret, puisque sur l'annonce qui paraît au journal d'annonce légale, on n'a pas les mêmes informations et on a surtout beaucoup moins d'informations que dans un traité de fusion simplifié. Dans les 2 cas, pas de rapport des organes de direction, pas de rapport d'un commissaire à la fusion, pas de rapport d'un commissaire aux apports. Pour la fusion, la dissolution sans liquidation, c'est complètement facultatif et la majorité des praticiens, voire tous, n'en établissent pas. Pour la fusion simplifiée, c'est facultatif, sauf si on est dans une situation où on fait une fusion simplifiée avec une société détenue à 90% et que les associés minoritaires en font la demande. Donc là, vraiment, on est sur quelque chose qui est identique, comparable, pas de point qui va nous permettre de choisir entre les 2 opérations, une simplicité dans les 2 cas. Sur la suite des opérations, est-ce que plus d'éléments quant au déroulement de l'opération vont nous permettre de choisir? Pas tant que ça, puisque sur la partie AG facultatif dans les 2 cas, sur la partie publicité, on a dans les 2 cas des annonces légales qui vont être parues pour la dissolution de la société absorbée. Donc, pareil, les mêmes annonces. Donc, au final, si je vous résume, première modalité qui pourrait nous permettre de se dire est-ce que je vais sur une fusion simplifiée ou une dissolution sans liquidation, ça va être le dépôt du projet de traité de fusion auprès du greffe, peut-être complexité de la fusion simplifiée. Et encore, on n'est pas en train de parler de quelque chose d'extrêmement complexe. Et puis, notre fameux délai d'opposition des créanciers qui fonctionne différemment dans l'une et l'autre des opérations et qui ne nous permet pas d'avoir la même maîtrise de la date. Donc, en résumé, ce n'est pas les modalités des opérations qui vont nous permettre d'avoir un grand
son élément de choix. Et c'est vraiment ce qu'on a vu ensemble, à savoir ces sujets de rétroactivité comptable, de rétroactivité fiscale avec le régime de faveur, de date d'effet juridique, de délai d'opposition de 30 jours et puis du droit d'enregistrement des immeubles. Sur notre fusion simplifiée, oui, j'ai une rétroactivité comptable que je ne vais pas avoir en matière de dissolution sans liquidation. Donc, on va avoir généralement une gestion délicate du fait qu'on établit des comptes différents pour une période identique, puisqu'on va avoir une comptabilité pour la société absorbée sur le plan comptable, mais en même temps sur le plan fiscal, on ne va pas avoir de liasses fiscales différentes. Donc, ça peut perturber. Vous allez avoir une rétroactivité fiscale dans les deux cas. Donc là, clairement, ce critère ne va pas être un choix décisif entre les deux structures. Sur la date d'effet juridique, en général, ça c'est un élément assez fort. Pourquoi? Parce que j'ai fait paraître là, il y a récemment, je pense que c'était hier ou avant-hier, une petite notice qui expliquait qu'en fait, dans certains cas, on est incapable d'avoir une TUP, donc une dissolution sans liquidation, avec une date qu'on a choisie. Tout simplement parce que le délai de 30 jours à compter du journal d'annonce légale, il va falloir cumuler un certain nombre d'éléments qui font qu'il y a des années où on ne peut pas avoir d'opération avec une date d'effet au 31 décembre. Pourquoi? Eh bien parce que les journaux d'annonce légale ne paraissent pas le dimanche, ne paraissent pas les jours fériés, et puis que les délais doivent expirer un jour ouvré, sinon on reporte de 24 ou 48 heures la date d'effet d'expiration du délai. Dit autrement, quand j'ai un délai qui expire un samedi soir, je n'ai pas un effet le dimanche, mais j'ai un effet le lundi. Et donc, il y a certaines dates que je ne peux pas obtenir certaines années. Certaines années, je ne peux pas avoir un effet au 30 juin, ou certaines années, je ne peux pas avoir un effet au 31 décembre. Et ça, c'est un élément qui, souvent, est décisif dans le choix entre l'une ou l'autre des opérations. Et c'est souvent la raison pour laquelle on peut aller vers une date d'effet juridique définie à l'avance et différée dans le temps pour se simplifier les choses. Le délai d'opposition de 30 jours, effectivement, on a une meilleure maîtrise dans la fusion simplifiée, on a une meilleure maîtrise aussi parce que les oppositions ne bloquent pas les opérations, donc beaucoup moins d'aléas, c'est un élément à garder. Et puis alors la présence d'immeubles, ça c'est l'élément numéro 1. Dès lors qu'on a un immeuble, tous les praticiens vous diront fusion simplifiée, pas d'hésitation. Voilà pour cette présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute.